1955 la primera asociación de socorros mutuos, lo que sería el germen del mutualismo o el sindicalismo en la Argentina, es una asociación afroargentina, ¿no? La primera vez que se pronuncia el término proletario es un periódico de la comunidad afroporteña de 1858 que se llamaba El Proletario, ¿no? Cuando se piensa que el anarquismo y el socialismo vino en el siglo XX, en la década del 20. ¿No? En la década del 20... Avant d'entamer la vidéo, je tenais à dire que vous allez voir que j'ai l'œil très rouge, on ne faudra pas prêter attention, j'ai une conjonctivite qui me fait super mal, mais il fallait absolument que je tourne la vidéo aujourd'hui. Le sujet de cette vidéo, c'est un sujet que j'ai beaucoup procrastiné, voire sur des années, parce que ça fait des années, à peu près 3 ans depuis après la période du confinement, que vous me demandez de traiter ce sujet, et à chaque fois je repoussais l'échéance à chaque fois parce que je savais que ça allait être une vidéo qui allait me demander énormément de recherche. Et je pense qu'à l'époque on me l'a demandé, et ben j'avais peut-être pas trop la tête à le faire en fait. Alors certes on vous sort des vidéos comme ça, mais quand je sors des vidéos qui parlent de faits historiques et tout, c'est des vidéos qui me demandent énormément de recherche, c'est des jours et des jours, voire des semaines de recherche, et en plus de cela, c'est aussi un gros travail de traduction. Donc c'est pour ça que je vais vous demander dès le début de cette vidéo, si ce type de vidéo vous plaît, de lâcher un like dès le début de la vidéo. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup traité en français, je crois même que je suis la seule sur YouTube à faire ce type de contenu, parce qu'aujourd'hui on va parler des Noirs d'Argentine. Alors c'est vrai qu'en plus qu'on en a encore plus reparlé depuis la défaite de la France face à l'Argentine l'année dernière, et ça a soulevé pas mal de sujets, et je me suis dit c'était peut-être maintenant le moment pour moi d'en parler, de vous partager l'histoire des Noirs argentins. Avant de rentrer dans le vif du sujet des Noirs d'Argentine, j'ai 2 choses à vous partager. La première chose, c'est de parler de Lost in America Latina, c'est mon agence de voyage qui propose des voyages de groupe féminins vers le Brésil et vers la Colombie. Je mets le compte Instagram des voyages ici, donc pour celles qui ont envie de venir dans le futur, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner, à aller regarder les stories à la une, c'est très important. Vous avez des stories où il y a l'avis des participantes, vous avez des stories des voyages précédents, vous allez avoir des stories qui vont arriver parce qu'il y a des voyages qui arrivent là, donc vraiment soyez au taquet et allez suivre ce compte Instagram là, et vous avez aussi mon site internet qui est sur mon compte Instagram. Au Brésil on fait 2 destinations, on fait Rio de Janeiro et Salvador da Bahia. Rio de Janeiro c'est plus axé sur la partie un peu festive du pays, voilà, parce que Rio c'est la fête, c'est le carnaval, c'est tout ça. Mais malgré qu'on fasse un voyage un peu plus, on va dire festif, on fait quand même beaucoup d'activités qui sont hors des guides touristiques. Nous, ce qu'on fait, à part 2-3 activités, le reste, c'est pas du tout guide touristique. Là, on va vraiment dans un Brésil authentique, dans un Rio authentique que vous pourrez pas connaître si vous allez par vous-même. Donc, j'invite vraiment à aller regarder sur mon compte Instagram, vous allez voir. Et le deuxième voyage qu'on fait au Brésil, c'est à Salvador da Bahia. Pour ceux qui ne savent pas, le Brésil, c'est l'endroit au monde, juste après le continent africain, où il y a le plus de personnes noires dans un pays. Donc c'est très important pour celles qui sont intéressées par la culture africaine en dehors d'Afrique. Et bien Salvador da Bahia, c'est une pépite, c'est le fief en fait de la culture afro en dehors de l'Afrique. Et justement, à Salvador da Bahia, ils descendent des Béninois et des Nigériens. Et on fait que des activités autour de la culture afro à Salvador da Bahia. Vraiment là-bas c'est une pépite, et toutes les filles qui ont fait le voyage, elles se sont pas du tout senties dépaysées, limite elles se croyaient en Afrique. Donc c'est vraiment un voyage pour moi, pour celles qui sont intéressées par la culture afro, c'est une pépite. Ce voyage là qu'on a conçu, c'est une pépite. Et le troisième voyage, c'est en Colombie. Donc en Colombie, c'est le seul pays où on fait 2 destinations dans un séjour. On fait Medellín et on fait Carthagène des Indes. Donc c'est un voyage incroyable. Donc on commence par la ville et on termine avec la plage. On va aussi à Palenque. Pour ceux qui m'ont suivi à l'époque, qui ont connu Palenque grâce à moi sur YouTube, on va à Palenque. On va dans des fermes de café. On fait vraiment plein de trucs. Le voyage en Colombie, il est incroyable. Et je tiens vraiment à le dire dans cette vidéo. Mes voyages sont des voyages premium. Il y a un certain confort, il y a un certain standing. Et surtout, vous êtes accompagné du début jusqu'à la fin de votre voyage. Vous n'êtes jamais toute seule en fait. C'est vraiment un voyage où vous n'avez besoin de penser à rien. C'est un voyage clé en main. Peu importe la destination que vous choisissez, c'est un voyage clé en main. Les cuisinières à domicile, les chauffeurs, tout. Bon, c'est vraiment un voyage clé en main quoi. Vous arrivez, vous êtes servi comme des reines en fait. Et j'allais oublier aussi une dernière chose très importante, c'est que j'ai été nominée le 17 novembre à la cérémonie des roses qui va se passer à Créteil, au Grand Espace Paris, il me semble. Et j'ai été nominée dans la catégorie voyage. Donc je vous invite vraiment à aller voter en masse pour moi là-bas. Je suis en page numéro 12. Pour voter plusieurs fois, vous sortez de la page et vous rentrez, vous revotez à chaque fois. Voilà, vraiment, les gars, votez pour moi. Voilà, c'est la première fois que je suis nominée dans une catégorie de voyage et tout. Donc voilà. Et puis pour ceux qui veulent y participer, je vous mets aussi en barre d'infos le lien de la billetterie. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est pourquoi il y a des Noirs dans la majorité des pays sud-américains, mais qu'en Argentine, quand on regarde même l'équipe de foot d'Argentine ou les reportages sur l'Argentine, on ne voit que des blancs
et parfois des personnes typées indigènes. Mais généralement, les personnes qu'on met vraiment en avant quand on parle d'Argentine, ce sont des personnes caucasiennes. Et pourquoi en Amérique du Sud, il y a eu la traite négrière et pourquoi il y a des Noirs au Brésil, en Colombie, en Équateur, au Pérou, au Venezuela et dans plein d'autres pays, et pourquoi quand on parle d'Argentine, on n'entend jamais parler des Noirs? Est-ce qu'ils ont déjà existé sur cette terre? Aujourd'hui, on va répondre à cette question parce que c'est une question qui revient beaucoup et je pense que c'est vraiment un sujet qui est très important de traiter. Je vais vous mettre toutes mes sources en barre d'infos. Je tiens à préciser dès le début de cette vidéo que j'ai pris que des sources en portugais ou en espagnol. Donc pour ceux qui sont bilingues ou pour ceux qui veulent aller sur Google Traduction, si Google Traduction traduit bien, tous les liens sont en portugais et en espagnol parce que je pars du principe que si on veut vraiment connaître l'histoire d'un pays, il faut le chercher à sa source. Et quand j'ai cherché aussi en français, je ne trouvais pas 1 milliard d'articles qui parlaient de ça. Je pense que les articles sont beaucoup plus fiables en espagnol ou en portugais. Et pourquoi en portugais? Parce que le Brésil est un pays limitrophe à l'Argentine. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout un secret qu'il y a eu la traite négrière vers les Amériques et beaucoup en Amérique du Sud. Il faut savoir qu'il y a eu de 10 à 12 millions de personnes africaines réduites en esclavage sur la terre des Amériques, donc c'est énorme, et que 40% sur toute la traite négrière a été envoyée au Brésil. C'est pour ça qu'au Brésil il y a autant de personnes noires et qu'il y a autant de personnes afrodescendantes. C'est parce que c'est le pays où on a envoyé le plus de descendants d'esclaves. C'est pour ça que le Brésil est le pays le plus noir du monde après le continent africain. Il faut comprendre une chose assez importante, c'est que même si quand on voit l'Argentine, on la voit quand même pas mal blanche, on a pu le voir avec l'équipe de foot pendant la Coupe du Monde, et qu'on la voit aussi pas mal indigène, mais bon, comme je dis, généralement on voit l'Argentine de manière caucasienne. On peut se demander, est-ce que des personnes africaines noires ont été réduites en esclavage en Argentine? Et la réponse est oui. Au milieu des années 1780, il faut savoir que 50% de la population argentine était noire. C'est énorme, sachant qu'aujourd'hui, quand on regarde la population d'Argentine, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a eu à un moment donné des Noirs qui ont foulé ces terres. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'en 2020, on s'est rendu compte que les Noirs représentaient seulement que 3% de la population argentine. Alors comment on a pu passer de 50% en 1780 et de 3% en 2023 ? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il faut savoir qu'entre le 16e et le 17e siècle, l'or et l'argent étaient en abondance dans une région qui s'appelle Potosi. C'est ce qui a donné le nom du fleuve Rio Plata. Plata, si vous ne savez pas ce que ça veut dire argent en espagnol. C'est un fleuve qui traverse l'Argentine et l'Uruguay. Forcément, pour récolter l'or, ils ont dû avoir besoin de main d'œuvre, donc des personnes qui fassent cette tâche à leur place, quand on connaît dans l'histoire. Et ça a d'abord commencé avec les indigènes, qui ont été très vite exterminés par la suite. Et ils se sont dit qu'ils avaient besoin d'une autre main d'œuvre, parce qu'eux-mêmes ils ne pouvaient pas le faire. Donc ils sont partis chercher les Noirs en Afrique et ils les ont emmenés vers ce fleuve qui se trouve en Argentine et à côté de la Bolivie. Ils ont amené les Noirs pour faire le travail forcé, pour venir récolter l'or dans ce fleuve en fait qu'il y avait en Argentine. Donc oui, il y a bien eu de l'esclavage en Argentine, hein, il fallait bien trouver des gens qui allaient faire ce travail forcé et bien sûr gratuit. Et l'Argentine n'a pas été épargnée dans l'histoire de l'esclavage, mais alors pas du tout. Alors l'abolition de l'esclavage en Argentine, contrairement à d'autres pays des Amériques, ça a été une des premières entre guillemets, parce qu'elle a commencé en 1813. Elle a été confirmée par la Constitution 40 ans plus tard. Donc vraiment la vraie abolition de l'esclavage, elle a été confirmée bien plus tard, mais en tout cas elle a commencé en 1813. Alors que par exemple avec le Brésil, qui est un pays limitrophe, l'abolition de l'esclavage a eu lieu en 1888, soit plus de 70 ans plus tard, donc c'est énorme. Il faut savoir aussi une chose qui est très importante dans l'histoire d'Argentine, c'est qu'ils ont connu plusieurs guerres qui se sont enchaînées les unes après les autres. Il y a une partie de leur histoire en Argentine qui est très importante dans l'histoire des Noirs et qui est très peu connue, c'est que, comme vous savez tous, la danse officielle de l'Argentine est le tango. C'est une danse assez élégante, un peu sérieuse, et quand on parle d'Argentine, généralement on associe l'Argentine avec le tango. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est que le tango est une danse qui a été inventée par les Noirs. Et ça c'est quelque chose de très important, parce que quand on voit le tango représenté à la télé, je sais pas, sur des images, dans des reportages, on voit toujours des personnes caucasiennes représenter cette danse, alors que en vrai, ce sont les Noirs qui ont été réduits en esclavage sur la terre d'Argentine qui ont inventé cette danse et qui ont importé cette danse au sein de ce pays. Et l'Argentine, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud, a subi une politique du blanchiment de la population. C'est-à-dire que, à un moment donné dans leur histoire, ils ont fait appel à des pays européens afin de venir immigrer sur la terre des Amériques. Il y a beaucoup de pays d'Amérique du Sud qui ont vécu ça,
afin de se mélanger avec des noirs, et en se disant que dans 3 générations il n'y aurait plus de noirs dans le pays en fait, parce que après les métis se mettraient avec des blancs et ainsi de suite. Et puis après, franchement, la majorité des pays d'Amérique du Sud ont subi cette politique de blanchiment de la population. Et la politique de blanchiment de la population est arrivée en 1852, et c'est un des présidents qui a été au pouvoir à un moment donné qui a imposé cette politique en fait. Pour prendre une chose qui est très importante, c'est que le tango est né dans les quartiers noirs d'Argentine. C'est en 1813 que les personnes libérées de captivité se réunissaient dans les lieux appelés Casa de Tango, donc la maison du tango. Dans ces lieux, ils faisaient des réunions, faisaient du tambour et ils chantaient des chants religieux ou autres. Comme vous savez dans l'histoire afro, c'est que tout ce que les noirs faisaient était diabolisé, était discriminé. Il fallait qu'on l'efface, il fallait qu'on les empêche de s'exprimer, il fallait qu'on les empêche de vivre leur art, de vivre leur culture. C'est quelque chose qui a été beaucoup marginalisé pendant la période de l'esclavage et aussi post-abolition de l'esclavage. Les noirs ont eu beaucoup de mal à se faire une place parce que ils étaient tout le temps persécutés en fait. Limite, ils n'avaient même pas le droit de respirer en fait. On les a ordonné d'arrêter de se réunir dans ces maisons de tango, de faire la fête, de faire leurs chants, de faire leurs tambours, parce qu'il y avait aussi du tambour à l'époque, et on les empêchait de faire ça en fait. Les autorités ont ordonné la fermeture de ces lieux de réunion. Comme à l'époque, ils devaient user de beaucoup d'imagination, de comment ils pouvaient se réunir entre eux, comment ils pouvaient vivre leur culture en fait. Donc ils ont dû imaginer plein de stratagèmes pour pouvoir continuer à vibrer de leur tango en fait. Donc ils ont pensé à plusieurs ruses pour éviter la persécution, pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils faisaient et ce qui faisait partie de leur culture, enfin de leur nouvelle culture. Ils ont rénommé le nom de Casa de Tango, ça veut dire la maison du tango, à Casa de Baile, ça veut dire à la maison de la danse. Voilà, la maison du bal, de la danse, voilà. Ils ont rénommé le nom. Et ils y ont ajouté des nouveaux instruments, comme le piano, comme le violon, comme la flûte et plein d'autres instruments en fait qui n'avaient rien à voir avec des instruments afro. Et au début du XXIe siècle, le tango a connu diverses influences européennes qui n'ont pas seulement changé les paroles des musiques, mais aussi les chorégraphies ainsi que les lieux où se déroulait le tango. Ils ont dû limite travestir en fait leur art, en fait, travestir leur culture, pouvoir continuer à la vivre en fait, continuer à vivre cet art. Et c'est pour ça qu'après, au fur et à mesure des années, que le tango a commencé à devenir de plus en plus blanc. Plus ils ont commencé à mettre le piano, la flûte et le violon, ce genre d'instruments qui ne sont pas des instruments de personnes noires, et ça a attiré de plus en plus les personnes caucasiennes et ça a touché les élites. Et c'est pour ça que le tango est devenu aujourd'hui, qui est devenu purement caucasien, et que beaucoup de choses ont changé depuis la création du tango en fait, vu que ça a été repris par une autre élite et par un autre groupe ethnique qui sont les caucasiens, et c'est ce qui a fait le tango qui est le tango actuel. Et les noirs d'Argentine ont été dépossédés de cet art en fait, de leur style de musique. Vous allez me dire, mais qu'est-il arrivé à la population afro-argentine? Tu nous racontes tout ça, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé au final? Pourquoi il n'y en a plus en fait? Comprendre que l'une des premières causes de la disparition des afro-argentins, c'est qu'en 1816, durant le processus d'indépendance, que oui, l'Argentine a demandé son indépendance, qui a eu lieu le 9 juillet 1816, pendant cette période d'indépendance, dans les navires, ils ont mis beaucoup de personnes noires, et les personnes noires, ils étaient en première ligne de mire en fait. Ça veut dire que s'il y avait l'oppresseur qui arrivait, l'agresseur qui arrivait, c'est les noirs qui étaient devant, qui prenaient en fait, ceux qui mouraient en premier. Comme je disais, la période de l'abolition de l'esclavage a commencé en 1816, mais a été actée en 1853. Donc pendant toute cette période-là, tout le monde n'était pas libre encore. En fait, en 1816, pendant la période de l'indépendance de l'Argentine, ça correspondait aussi au début de l'abolition de l'esclavage. Et en fait, les Noirs, pour être tout à fait libres, on leur a proposé un deal. Bien combattre pour le pays, et à la fin, tu seras libre. Voilà, tu seras vraiment libre pour de vrai. Et donc, ce qui a fait que ça a attiré beaucoup d'hommes noirs qui étaient encore en transition entre être réduit en esclavage et être libre, mais ils n'étaient pas réellement libres. Et ils se sont dit, voilà, si je me bats pour l'Argentine, au moins après, je serai un homme libre. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en se combattant, et en étant en première ligne de mire, ça allait être les premiers à mourir en fait sur le terrain et ne jamais récupérer leur liberté en fait. Et du fait qu'ils ont été combattre pour la guerre et qu'ils se sont retrouvés morts et pas libres, en fait ça a réduit le nombre de personnes noires sur le territoire d'une manière assez drastique. Et aussi pendant la période de la guerre, donc la période de l'indépendance de l'Argentine, ils étaient aussi utilisés comme appât, donc les noirs qui combattaient, ils étaient utilisés comme appât face à l'ennemi. Il faut savoir que les différentes guerres qu'il y a en Argentine a été la première cause de la disparition des noirs en Argentine
parce que c'était ceux qui mouraient en premier pendant la guerre. Même s'il y a eu différentes guerres en Argentine et que les hommes noirs ont été, voilà, ça a été les boucliers d'Argentine, hein, clairement ceux qui ont perdu la vie, ça n'a pas été la cause la plus meurtrière chez les Noirs qu'il y avait en Argentine à l'époque. La cause la plus meurtrière est arrivée en 1871, c'était l'épidémie de fièvre jaune. Une épidémie qui a été foudroyante dans le pays. Quand l'épidémie a eu lieu, ça a été les personnes noires qui ont été le plus touchées. Et pourquoi ça a été les Noirs qui ont été le plus touchés? Parce que déjà d'une, ils habitaient loin, ils habitaient dans des quartiers très reculés, très pauvres, où il n'y avait aucun soin de santé autour. Aucun hôpital, rien du tout, pas de pharmacie, rien. Ils étaient vraiment livrés à eux-mêmes dans une misère la plus totale. Il faut savoir que quand l'épidémie a touché le pays, il faut savoir c'est que les Noirs, il fallait qu'ils aillent dans les quartiers plus chics, plus huppés pour aller se faire soigner. Sauf qu'en fait, il y a des soldats qui empêchaient les Noirs de ces ghettos, parce qu'ils appellent ça des ghettos. Ils empêchaient les Noirs de ces ghettos, de ces quartiers vraiment très pauvres, de se rendre jusqu'à la ville où il y avait tous les soins de santé, où il y avait les hôpitaux et tout. On les empêchait d'y aller parce que sinon ils allaient contaminer les autres. Donc en fait, ils avaient une double peine. Le fait qu'ils soient loin, donc, et pas de centre de santé autour d'eux, il n'y avait rien. Et on les empêchait d'aller se faire soigner à l'hôpital. Et donc ils sont morts comme ça en fait. Ils sont morts parce que il n'y a pas eu de soins, parce qu'on n'a pas voulu qu'ils aillent se faire soigner, sinon ils risquaient d'aller contaminer des gens de l'élite. Ça a vraiment été la cause, la plus grande cause qui a vraiment éradiqué les Noirs en Argentine en fait. Ça a vraiment été foudroyant. S'ils les avaient laissés aller dans les hôpitaux, dans les quartiers riches, et bien ces gens-là seraient soignés en fait, mais ils les ont pas laissés. Voilà, les soldats avaient ordre de ne laisser aucun Noir de ces quartiers éloignés aller avoir l'opportunité et la chance, comme tous les autres, d'aller se faire soigner. Non, interdit. Et ils sont morts comme ça dans la plus grande des souffrances. Moi je pense qu'on peut catégoriser ça comme un génocide volontaire. Parce que si tu empêches des gens d'aller se faire soigner, c'est que tu veux qu'ils meurent en fait. Pour moi c'est... Voilà, il y a volonté de nuire là. Enfin, les gens sont... Il y a une épidémie, les gens sont en train de mourir et on les laisse pas parce qu'ils sont noirs. Enfin, c'est dingue quand même. Et en fait, c'est surtout la fièvre jaune. Bon, il y a eu les guerres hein, qui les a forcément exterminés, mais c'est surtout l'épidémie de fièvre jaune en 1871 qui a vraiment tué la population noire en Argentine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en Argentine, il n'y a presque pas de noirs en fait. Les statistiques diraient que l'Argentine est composée de 65% de personnes de descendants d'Européens, de 31% de descendance indigène et de 3 ou 4%, parce que j'ai vu plusieurs articles, donc des fois ils disent 4%, des fois ils disent 3%, de personnes d'origine africaine. Donc aujourd'hui on peut pratiquement dire qu'il n'y a presque plus de noirs en Argentine, et pour le peu qu'il y a, ils ne sont pas du tout représentés. Je ne suis pas sûre que si on va en Argentine, c'est commun de voir un noir argentin, je pense pas. Alors que si vous allez plus en Équateur, au Venezuela, au Brésil, en Colombie, même au Costa Rica, au Pérou, vous verrez plus de noirs, ils font partie intégrante de la population. En Argentine, on n'a pas trop l'impression en fait. Vraiment, contrairement aux autres pays d'Amérique du Sud, les différentes guerres et la fièvre jaune a vraiment exterminé la population noire. Et moi je pense que c'était quelque chose de voulu, hein, je pense. Quand j'ai lu les articles et que je me suis intéressée de plus près à l'histoire d'Argentine, et je me suis dit c'était peut-être un génocide volontaire. Et ça, ce sont vraiment des choses qu'on nous enseigne pas du tout. Et c'est comme si peut-être qu'on voulait aussi nous garder un peu ignorants, je pense, sur certains sujets. Alors que ce sont des sujets hyper importants. L'histoire, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Parce que quand tu sais ce qui s'est passé dans le passé, tu comprends mieux certaines choses en fait, de ton quotidien, de tellement de choses en fait, je sais pas comment expliquer, mais pour moi c'est hyper important de savoir ce qui s'est passé dans le monde. Moi l'histoire afro c'est quelque chose qui m'intéresse, et encore plus l'histoire afro d'Amérique du Sud, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre, et surtout ce sont des histoires qu'on nous cache, qu'on nous laisse dans l'ignorance en fait par rapport à ces pays. C'est pour ça aussi que Lost in America Latina existe, donc mon agence de voyage, parce que même si mon agence de voyage c'est pas une agence de voyage, pour moi c'est pas une agence de voyage en mode afro, mais c'est vrai que j'ai quand même mis un voyage qui est axé sur la culture afro-brésilienne, qui est à Salvador da Bahia, parce que Salvador da Bahia, en termes de culture afro, en termes d'histoire, comme mes vidéos que je fais sur YouTube, je pense, pour moi c'est vraiment l'endroit où toutes les personnes noires ou non noires qui sont intéressées par les histoires afro du monde, c'est vraiment l'endroit où il faut aller pour apprendre ce qui s'est passé dans l'histoire et ce qui s'est passé dans ces territoires en fait avec les noirs. C'est hyper important parce que par exemple Salvador c'est un gros morceau en fait de l'histoire des noirs dans le monde. C'est un très gros morceau en dehors d'Afrique, c'est un très gros morceau. Et
arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Surtout n'oublie pas de mettre un like pour la diffusion de cette vidéo, pour que ça touche un plus grand nombre de personnes. C'est hyper important de savoir ces aspects ces pans de l'histoire, en fait, c'est hyper important. N'oublie surtout pas aussi de t'abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos qui arrivent et activer la cloche de notification. N'oublie surtout pas de me suivre sur mes 2 comptes Instagram, donc mon compte personnel qui est Lesnia Luberto et l'Instagram des voyages, pour connaître les futurs voyages, les dates qui vont arriver, les places qui restent sur des destinations. Vraiment, il faut me suivre vraiment de près, parce que vraiment, c'est le moment de me suivre de près. Et dans ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.